Bonjour les amis, alors je sais que le titre de cette vidéo vous interpelle, mais la première des questions est à se poser, quel genre d'investisseur vous êtes? Êtes-vous un investisseur actif, un investisseur passif? Bien vous connaître, c'est la question. Donc, quel genre d'être vous êtes? Quel âge avez-vous? Où vous situez-vous géographiquement? Serez-vous amené à émigrer dans les mois, les années qui viennent? Quelle stratégie et quelles règles de gestion souhaitez-vous vous infliger? Et surtout, le cinquième point, pourquoi et pour combien de temps faites-vous cela et allez-vous continuer à le faire? En d'autres termes, spéculation ou investissement? Ou spéculation et investissement, pourquoi pas? Alors, sachant que la plupart des investisseurs ont tendance à acheter au plus haut et à vendre au plus bas, et que c'est le contraire, vous l'avez bien compris qu'il faut faire, la question est de se poser, ai-je un excès de confiance quand j'investis, c'est-à-dire quand les marchés montent jusqu'à plus soif, et que vous êtes un petit peu frustré de ne pas avoir fait comme les autres, gagné beaucoup d'argent, et que vous vous lancez sur des plus hauts à acheter, effectivement, vous avez toutes les chances de voir le marché prendre quelques bénéfices et de voir le marché baissier un certain temps. Et si vous n'êtes pas en mesure d'encaisser au moins pendant un certain temps des pertes sur vos investissements, vous émotionnellement, vous aurez du mal à gagner de l'argent sur les marchés parce que effectivement, au bout d'un moment, quand vous aurez perdu 20 ou 30% de votre capital, vous serez amené à vendre par panique en vous disant je vais tout perdre, je vais sortir de ça parce que c'est pas pour moi, etc. Effectivement, par contre, dans le même temps, il y aura d'autres investisseurs qui rachèteront vos titres et ensuite ces titres remonteront et évidemment, eux gagneront de l'argent. Ce qui tente à prouver que sur le même vecteur d'investissement, sur le même titre, il y a des gens qui gagnent de l'argent et puis d'autres qui en perdent. Et souvent, ceux qui en perdent, ce sont ceux qui ont eu un excès de confiance à un moment donné, ou qui ont une charge, ou qui ont eu une charge émotionnelle plus forte que celle qu'elles peuvent encaisser, et aussi sont souvent sortis de leur zone de confort dans laquelle ils étaient habitués à vivre. Et effectivement, ce sont trois choses importantes. L'excès de confiance, la charge émotionnelle et la zone de confort sont des choses sur lesquelles on doit se poser des questions et justement se situer par rapport à ça. La question qu'on doit se poser aussi par rapport à ça, c'est est-ce que je vais faire du court terme, du moyen terme ou du long terme? Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que le facteur temps a une incidence sur votre façon d'investir, ou tout du moins doit avoir une incidence sur votre façon d'investir. L'autre question, c'est quelle est la tendance du marché à l'instant T? Quelles sont les perspectives que me donne ce marché? Quelles sont les opportunités? Quelle stratégie d'investissement vais-je adopter? Quelles sont les règles que je vais me fixer? La première règle que je pourrais vous conseiller, c'est, surtout si vous commencez dans la vie, si vous êtes jeune, c'est de commencer à épargner avant même d'investir. La première des choses, c'est effectivement c'est de se forger un capital. Ensuite, petit à petit, il va falloir vous forger des règles de conduite et de vous fixer des allocations d'actifs. Effectivement, quand on commence à avoir de l'argent, si vous mettez tout votre argent au même endroit, si ça se passe mal, vous allez perdre grande partie de cet argent, voire tout votre argent.
La troisième chose que je pourrais vous conseiller, c'est de prendre conscience que la vitesse égale danger. Ça va être un peu difficile à expliquer, mais effectivement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on veut devenir riche très vite, et donc on va essayer de prendre des raccourcis pour essayer de gagner plus d'argent que les autres, et essayer de battre le marché en quelque sorte. Et battre le marché, c'est extrêmement difficile, surtout si on n'est pas épaulé par la chance. Donc, pour vous expliquer pourquoi la vitesse égale danger, je vais faire un parallèle tout simplement avec les transports et les marchés. Supposons que vous souhaitiez aller faire Paris-Marseille en train, TGV met un certain temps à 300 km/h. En fait, vous allez arriver à Marseille à l'heure proposée par la SNCF, avec un certain temps qui pourrait être jugé trop long pour vous. Vous pourriez vous dire, je vais peut-être plutôt prendre l'avion, ou même, tiens, je vais tenter un truc, je vais louer cette super voiture là qui roule à 850 km/h. Alors bien sûr, c'est pas autorisé, etc. Mais je vais quand même rouler là-dessus, je vais partir la nuit, et puis je vais arriver beaucoup plus vite que le TGV. Alors supposons que vous, encore une fois, supposons, hein, puisque rouler à 850 km/h sur l'autoroute comme ça et faire un Paris-Marseille, ça c'est impossible. Mais supposons que vous y arrivez. Vous arrivez, vous êtes content puisque vous avez battu le marché, en fait vous avez battu le TGV, vous arrivez à bon port à Marseille, tout va bien, sauf que vous aurez finalement gagné que bien peu de temps, finalement, à l'échelle d'une vie. Mais que au retour, pour revenir à Paris, vous allez vous dire, bah, je vais pas m'emmerder à prendre le TGV, je vais refaire la même chose, et je vais revenir à 850 km/h sur Paris, et puis je serai arrivé avant tout le monde. Sauf que vous auriez certainement tort, puisque suite à votre excès de confiance, vous risquez d'avoir un accident. Déjà, sur l'aller, vous auriez eu une chance énorme de ne pas l'avoir eu, cet accident, mais sur le retour, il y a de grandes chances que, statistiquement, vous l'ayez. Et là, à 850 km/h, au pire, ça serait la mort, au mieux, ça serait 3 mois d'hôpital. Et 3 mois d'hôpital, c'est quand même beaucoup plus long en termes d'aller-retour Paris-Marseille par cette voie que vous auriez choisie que par le TGV. Parce que finalement, vous pourriez faire quasiment un aller-retour Paris-Marseille dans la journée avec le TGV, alors que vous seriez bloqué 3 mois à l'hôpital. Donc finalement, parfois, le chemin le plus court et le plus rapide, et surtout le plus rapide, n'est pas forcément le plus efficace. Et sur les marchés, on va faire le parallèle sur les marchés, c'est la même chose. Si vous choisissez les marchés dérivés, les futurs, etc., effectivement, vous pouvez avoir des effets leviers considérables qui vous permettent de gagner énormément d'argent, tout du moins sur le papier. Par contre, est-ce que vous êtes fait pour ça? Est-ce que vous allez maîtriser vos émotions? Est-ce que votre excès de confiance ne va pas vous tuer? Et est-ce que de sortir perpétuellement de votre zone de confort ne finira pas par vous nuire, finalement? Certainement que oui. Et donc c'est pourquoi moi je vous propose, et vous avez tout un tas de gens qui vous parleront de ça, peut-être même mieux que moi, mais vous avez des livres aussi qui abordent ces sujets. Je vous propose, dans la diversification, d'avoir aujourd'hui plutôt de l'immobilier et des actions. Alors, il fut un temps où c'était intéressant d'opter pour une stratégie obligataire et marché financier action. À partir du moment où vous alternez entre les deux, vous avez
effectivement des moments où les obligations offrent des taux très intéressants par rapport aux actions. Vous avez peut-être plus de chances de gagner sur le long terme de l'argent sur les obligations que sur les actions, mais vient le tour des actions qui arrivent quand il y a des fortes baisses par exemple, à des cours intéressants qui procurent plus de rendement que les obligations. C'est le cas aujourd'hui, hein. Moi, je conseillerais plutôt aujourd'hui par rapport aux événements, et je l'ai conseillé dans mes dernières vidéos plus que souvent, d'investir dans les actions plutôt qu'ailleurs, puisqu'effectivement, c'est là aujourd'hui que vous avez le meilleur rendement. Mais, puisqu'on est dans cette vidéo, pas sur quoi acheter, on est plutôt sur le terme de comment constituer son capital et quelle allocation d'actifs vais-je mettre entre tel et tel secteur. Alors c'est important de comprendre ça, et puis une fois qu'on a fixé son cap, de s'y tenir. On peut changer un petit peu on peut recalculer ses allocations d'actifs, peut-être beaucoup plus sur des obligations, sur de l'immobilier ou sur des actions, fonction de plusieurs critères. D'abord, en fonction de son âge. Il est certain que l'âge, c'est un vecteur important, mais sur même un capital fixe, supposons que vos actions montent de 50% ou 70%, il faudra recalculer vos allocations d'actifs en immobilier, obligations et autres actions, parce que c'est pareil, en action, vous avez des actions long terme et des actions plus risquées. Donc ça, c'est une allocation d'actifs que vous allez fixer dès le départ et sur laquelle il faudra plus déroger. Si vous gagnez, par exemple, là en ce moment, vous avez gagné beaucoup d'argent sur les bitcoins parce que vous aviez une allocation d'actifs de, par exemple, 5% sur les bitcoins et que vous avez gagné tellement d'argent que aujourd'hui, cette allocation d'actifs sur les bitcoins représenterait 25% de vos actifs, il faut absolument revoir vos allocations d'actifs. Vous n'allez pas rester sur le bitcoin, voire augmenter ses pots sur le bitcoin parce que vous avez gagné beaucoup là-dessus. Bien au contraire, il faudra prendre vos bénéfices, une partie de vos bénéfices ou la totalité de vos bénéfices et les réinvestir soit dans l'immobilier, soit dans les actions qui ont dans le même temps beaucoup baissé. Alors dernièrement, je me suis posé une question en lisant un livre. On voit que et ça c'est une chose que j'ai constatée, on voit que les grands professionnels, des gérants de SICAV, de fonds de pension, etc., ont du mal à faire au-dessus de 5% de rendement annuel sur le long et très long terme. Alors moi je me posais des questions puisque je fais beaucoup mieux qu'eux en fait. Et alors effectivement on peut se dire effectivement que ces gens-là sont handicapés par leur taille, ils ont d'énormes fonds à gérer et ces gens-là sont aussi assujettis à des règles énormes qui leur interdisent de mettre plus de 10% sur telle valeur, parfois 5% sur d'autres valeurs, parce que sans quoi, effectivement, il faudrait qu'ils déposent des, des projets, des autorisations que le gouvernement pourrait leur donner, etc. etc. Et puis surtout, ce sont des gens qui gèrent pas leur argent, donc ils doivent être d'autant plus prudents, et la prudence, forcément, ça joue sur le rendement. Mais la différence est quand même telle que je me suis arrêté 5 minutes même plus, sur la question, sachant que j'ai tendance à plutôt faire du 20% depuis que je fais ça. Alors après, j'ai compris que effectivement, euh, si on fait toujours la même chose, si vous faites que des actions, par exemple, effectivement, ou que des obligations, ou vous alternez même entre les deux, c'est certain que vous allez toujours faire du 5%, et si vous ne prenez pas de risque, effectivement, vous êtes plutôt dans cette zone-là. Alors moi, je vais un petit peu vous conter un peu le parcours de ma vie, qui fait que pourquoi j'ai réussi à battre le marché. Et là-dessus, il y a un facteur chance indéniable, et que aujourd'hui, ça serait certainement, je dis pas impossible, mais très difficile de faire le même parcours. Alors moi, je suis parti de rien.
hein. Et quand on part de rien, en fait, c'est toujours facile de capitaliser, et puis quand on a peu, en fait, d'augmenter son capital de par ses économies, en fait. Donc après, effectivement, en termes de pourcentage, dès le départ, ça fausse tout par rapport à on va dire, un gros gérant de fonds qui, lui, a des milliards à gérer. Alors moi, je suis parti dans la vie même pas en investissant, en me disant je vais partir en Thaïlande parce que j'avais très très envie de partir en Thaïlande. Et en décembre 79, moi j'avais donc travaillé quelques mois, et je me suis payé un billet d'avion et j'avais assez d'argent pour, d'après mes calculs, pour pouvoir vivre en Thaïlande pendant un mois, en passant même 15 jours par Hong Kong. Alors pour aller, d'ailleurs avec Air France à Bangkok, j'avais à l'époque, hein, c'est une chose qui se fait plus aujourd'hui, j'avais une escale à Téhéran. Alors, il s'est avéré, par chance ou par malchance, que mon avion a fait une escale à Téhéran, et, et donc avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu, si les choses s'étaient mal passées, y rester toute ma vie, c'est-à-dire y mourir, hein, puisque en fait c'était un punch, hein, puisque c'était l'histoire du Shah d'Iran. Regardez un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Et suite à ça, bon, ces terroristes qui avaient pris on va dire le contrôle de notre avion nous a finalement laissé partir. On a fait le plein du carburant, on est parti. On a eu un peu peur, on va dire tous les passagers, mais on n'a pas compris ce qui se passait puisque nous on était complètement coupés des informations. Mais ceci dit, on était très très content de repartir. Et puis arrivé en Thaïlande, je me suis posé chez le cousin d'un de mes amis. Et puis, bon, je suis resté quelques jours. Puis ensuite, puisque j'étais hébergé chez eux gracieusement, je me suis mis à aller quand même changer mon argent. Alors j'avais eu la présence d'esprit à l'époque d'écouter mes amis qui étaient de cette région de, de la Thaïlande, puisque c'était des réfugiés laotiens, c'était des gens du Laos, qui m'avaient dit, si tu vas en Thaïlande, change tout en dollars, le dollar est roi, avec le dollar, tu pourras acheter tout ce que tu veux, même sans forcément changer dans la monnaie du pays. Alors donc, j'avais changé tout mon argent en dollars. Et vous comprendrez bien que si vous regardez un petit peu les événements de ce qui s'était passé en décembre 79, ce fut un choc pétrolier. Donc le pétrole s'est mis à exploser, mais de par la même, puisque le pétrole est échangé en dollars, le dollar lui-même s'est mis à exploser. Ce qui fait que lors de mon premier voyage en Thaïlande, puisque j'avais 18 ans, je venais juste de rentrer dans la vie, j'ai fait mon premier coup, mon premier investissement, mon premier coup de bourse, et j'ai gagné énormément d'argent, et finalement je suis même resté 6 mois au lieu de rester un mois en Thaïlande, et finalement je suis même revenu avec de l'argent puisque j'ai jamais pu tout changer, tout dépenser l'argent que j'avais. Et donc j'ai fait mon premier bénéfice suite à on va dire, à un trading involontaire. De là, quand je suis revenu en France, j'ai travaillé, évidemment, comme beaucoup de gens, et j'avais ouvert un PEA qui offrait à l'époque un rendement, si mes souvenirs sont bons, de l'ordre de 7%. Et puis de là, effectivement, j'ai acheté un bien immobilier, et puis ensuite j'ai continué à acheter un deuxième bien immobilier pour pouvoir le relouer. Euh, et ce que je comprenais pas à l'époque, c'est qu'effectivement, avec mon apport personnel, j'avais en fait, je vais prendre un exemple, hein, puisqu'on était en francs, mais je vais le prendre comme si on était en euros. En fait, avec 10 000 euros, vous pouvez acheter par exemple un studio, le relouer, faire payer par votre locataire ainsi placé dans les lieux le montant quasiment de votre de vos mensualités de crédit. Si vous devez rajouter un petit peu, vous rajoutez un petit peu, mais très peu de temps,
puisqu'à l'époque il y avait de l'inflation, votre bien prenait de la valeur, d'une part, mais en même temps, puisque le loyer augmentait, petit à petit, vous faisiez même du bénéfice en fait, sur l'investissement. Ce qui fait que si vous investissez dans un studio, imaginez que vous investissiez dans un studio qui valait 70 000 euros à l'époque, bah aujourd'hui, un studio comme ça vaut 200 000 euros. Donc avec seulement 10 000 euros, vous imaginez l'effet levier que vous avez fait grâce au crédit. Donc ça a été ma première chance, c'était d'investir d'une manière, on va dire, novice, puisque j'y connaissais rien dans les investissements, tout simplement dans l'immobilier. Ensuite, il faut voir qu'en 81, puisqu'on parle de la période où moi j'étais sorti de l'école, c'était une période où en fait j'étais appelé sous les drapeaux, donc j'étais devenu militaire, mais n'en demeure pas moins que j'avais commencé à devenir un investisseur. On va dire la gestion de la gauche sous François Mitterrand avait ruiné la France en très peu de temps, bien sûr. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, on avait établi un contrôle d'échange, on ne pouvait plus sortir du pays tant d'argent plus que ce qui était autorisé. Et à l'époque, c'était pas beaucoup, puisque le petit carnet de contrôle d'échange vous autorisait à tirer 500 francs par mois, donc l'équivalent peut-être de 500 euros par mois aujourd'hui, mais pas plus. Au-delà, vous n'aviez pas le droit. Donc, pour redresser la France, enfin, pas la France, mais pour que la politique de la France de François Mitterrand puisse continuer, c'est-à-dire les 35 heures, c'est-à-dire d'avoir augmenté le SMIC, etc., 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 bien le gouvernement français s'était mis à vendre son patrimoine, ce qui était donc assez illogique d'ailleurs, puisque la France était amenée à faire des privatisations plutôt que des nationalisations. Et donc, en l'occurrence, la France se séparait de tous ses joyaux comme BNP Paribas, etc., etc., à des prix bradés. Et puisque j'avais de l'argent, j'ai commencé à acheter ces actions qui, quand vous achetiez ces actions, fallait les réserver. 2 jours ou 3 jours après, vous avez fait entre 25 et 30, voire 40% parfois en 2 ou 3 jours. Et puis bon, il suffisait de vendre ces actions et puis de les mettre en SICAV monétaire qui, elle, à l'époque, rapportait 11%. Donc évidemment, avec un scénario pareil, on pouvait très facilement, mais vraiment très facilement, faire du 20% par an si on était assez intelligent et si on avait envie effectivement de gagner de l'argent. À l'époque, c'était facile. Ensuite, je me suis mis, donc j'ai travaillé moi quelques années à la SNCF et puis au bout de 12 ans, je ne m'entendais pas trop avec mes supérieurs, etc. J'en suis parti. Et donc je me suis mis à travailler dans une salle de marché, puisque c'était mon truc, ça me plaisait. Et j'ai commencé à faire du trading sur Futur CAC 40, notionnel, etc. Et à l'époque, j'ai, par chance aussi peut-être, puisqu'il y a le facteur chance, gagné beaucoup d'argent. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, j'en ai aussi reperdu beaucoup, puisque en fait, l'excès de confiance, encore une fois, peut vous tuer. Par contre, si vous êtes assez intelligent pour vous donner des limites et avoir une stratégie d'investissement avec du money management, je vous conseille d'ailleurs de regarder ma vidéo sur le money management, vous devez, quand vous êtes plus capable de gagner de l'argent sur le trading futur et que vous voyez que ça se passe pas très mal, vous essayez de conserver au moins une partie de vos gains et puis voir arrêter cette discipline si elle n'est pas faite pour vous, ce qui fut un peu mon cas, bien que de temps en temps j'aime bien retourner sur ce type de marché occasionnellement, puisque c'est quand même quelque chose qui est grisant et sympathique. Ensuite, j'ai eu la chance de faire de l'analyse graphique et de gagner pas mal d'argent sur une valeur qui s'appelle Zambia Copper. Zambia Copper, si vous regardez le graphique des bitcoins, on a le même process. Et donc, à cette époque-là, effectivement, j'avais détecté un mouvement et j'ai gagné beaucoup d'argent sur cette action.
à ce moment-là, et ce fut très, très grisant, très sympa, mais ce qui m'a amené à continuer à investir dans l'immobilier et dans les actions, mais dans des actions beaucoup moins risquées que Zambia Copper. Et d'ailleurs, heureusement, puisque aujourd'hui, Zambia Copper, que j'ai dû acheter sur, à l'époque c'était 1 franc et revendre sur 16 francs 70 de mémoire, aujourd'hui doit valoir, je sais pas, je n'ai pas regardé les cours, mais ça doit valoir dans les 80 centimes d'euros. Donc vous imaginez la dégringolade qu'elle a eu derrière. Alors pour vous dire un petit peu le cheminement de toutes ces interactions de mes investissements, ont fait que dernièrement, en 2020, eh ben, j'ai beaucoup morflé sur 2020, puisque comme tout investisseur, j'ai été, ou comme la plupart des investisseurs, j'ai été surpris par l'ampleur de la baisse des cours, notamment moi qui étais sur une valeur pétrolière comme Total. J'ai donc lâché beaucoup d'argent en un certain temps, mais vu que l'expérience que j'avais des marchés m'a permis justement de prendre conscience que c'était le moment de peut-être justement investir à bon compte. Et effectivement, durant toute cette période effectivement où j'ai perdu beaucoup d'argent, dans le même temps, je me suis positionné sur les mêmes valeurs sur lesquelles je perdais de l'argent, mais à un cours beaucoup plus intéressant. Effectivement, vous avez pu acheter du Total à 25 euros, donc vous imaginez, c'est quand même un cadre idyllique pour investir, même si on y était déjà bloqué à des cours plus hauts, proches de 40, mais c'était intéressant. Mais surtout, euh, le marché nous donnait de superbes occasions, comme notamment des occasions sur lesquelles, si vous regardez mes vidéos, j'en avais parlé, vous avez pu faire à peu près comme moi, si vous m'avez suivi, 820% sur Kodak, vous avez pu faire 630% sur Tupperware, vous avez pu faire 40% sur CNP, à peu près 30% sur Total, sur Safran, la même chose. Apache, vous avez pu doubler sur le marché américain, et puis bien d'autres valeurs. Je ne vais pas toutes vous les citer, le but n'est pas là dans cette vidéo. Donc, par contre, vous comprenez bien une chose, c'est que dans tout mon parcours, il y a eu un facteur chance, hein. C'est indéniable, mais aussi un facteur opportunité. Et les opportunités, il faut aller les chercher. Vous ne pouvez pas vous contenter d'attendre et d'attendre que l'argent arrive comme ça. Il faut un minimum de travail, de recherche, et puis aussi, il faut avoir le courage de ces actes, et puis d'acheter et de vendre. N'oublions pas de vendre et de prendre ses bénéfices, ça c'est important. Et de se rappeler toujours que la vitesse égale danger. Alors moi aujourd'hui, mon patrimoine, entre guillemets, et donc c'est ce que je conseille de faire, c'est plutôt 50% en immobilier, 45% en actions long terme et 5% en gestion active. La gestion active, ça inclut le Bitcoin et tout ça, hein, des valeurs qui sont hyper volatiles. Et c'est souvent avec 5% qu'on arrive à faire son chiffre. Le reste ne sert qu'à sécuriser votre patrimoine, notamment par rapport à l'inflation. Petit à petit, il faudra modifier ses allocations d'actifs. Donc, moi personnellement, je pense que quand on approche les 60 ans et plus, il me paraît une bonne approche que de vendre progressivement son immobilier. C'est plutôt jeune qu'on se construit un patrimoine immobilier, et passé un âge, je pense qu'il est opportun de se rendre beaucoup plus liquide. Alors, autre conseil aussi, c'est on va prendre une supposition, hein, c'est valable dans le reste du monde, hein, mais si vous résidez en France et que vous investissez en bourse française uniquement, si le pays va pas très bien, si la bourse va pas très bien, d'abord vous risquez de perdre votre emploi, et dans le même temps, vos actions françaises risquent de baisser de 20, 30, 40, voire 50%. Alors, vous retrouveriez dans la situation suivante d'avoir perdu votre emploi et d'avoir
été plus ou moins ruiné par vos investissements. Donc mon conseil, c'est si vous travaillez en France, investissez une partie, pourquoi pas dans des actions françaises, mais aussi une partie dans des sociétés américaines et japonaises et autres, pour justement arriver à sécuriser votre futur. Parce que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, le panier qui s'appellerait le panier France, c'est pas forcément une bonne chose. Donc géographiquement, investir et diversifier géographiquement, c'est important. Donc en l'occurrence, si vous travaillez en France pour une société américaine, vous auriez plutôt intérêt à investir vos actions en valeurs japonaises, taïwanaises, allemandes, etc. Donc ne diversifiez pas seulement vos placements, fonction d'allocation d'actifs tel qu'on vous le conseille en général, mais aussi en fonction du pays dans lequel vous vivez. Alors si vous commencez jeune euh, à économiser et puis à gérer activement votre argent, ça comporte des risques. Il est certain que vous allez commettre des erreurs, de nombreuses erreurs, des erreurs très coûteuses certainement. Je suis moi-même passé par là. Mais le capital que vous allez ainsi constituer, euh, de toute façon, ne fera qu'augmenter. Mais surtout, c'est votre capital personnel, votre confiance en vous et un petit peu votre formation qui, qui fera que vous finirez par apprendre de vos erreurs, à développer des mécanismes de gestion, un sixième sens, un instinct de survie, et pour finir, afficher vraiment du résultat. Donc tout ça, ça demande aussi un petit peu de temps, et il faut avoir la patience de se former et de se constituer ce capital. Il faut voilà, justement éviter de vouloir aller trop vite, car quand on va trop vite, souvent on tombe. Nul besoin d'être très intelligent pour bien investir. Le bon sens et la chance suffisent. Loin de moi, dans toutes les vidéos que je vous ai faites, euh, vous dire quoi acheter, quoi vendre, et encore moins à quel prix. Je m'efforce seulement de vous expliquer pourquoi je fais cela, et après, libre à vous de me suivre ou pas. Par là même, le plus important pour moi est de vous donner les techniques, des pratiques, des idées, des perspectives, des stratégies, mais d'abord et avant tout, surtout des règles auxquelles vous ne devrez jamais déroger. Vous devrez vous les forger et finalement devenir autonome et maître de votre destinée. Et le plus important surtout, enfin tout du moins pour moi, c'est d'être libre. Votre première richesse, c'est la liberté. Pour être libre et heureux, il est clair que l'argent est une belle passerelle, à condition d'entretenir cette passerelle, et même de savoir en construire d'autres, au cas où. Et alors là, je vais enfin terminer, vous attendiez peut-être que ça, sur la théorie que j'appellerais mourir à zéro. Alors quel âge avez-vous? Combien d'argent avez-vous? Combien aurais-je à 60 ans, 62 ans, 64 ans? Quels seront mes revenus quand j'aurai entre 60 et 100 ans, si Dieu me prête vie? Y a-t-il un Dieu? Alors là, c'est un autre sujet. Bref, l'idée de mourir à zéro, c'est tout à fait l'opposé même de mourir le plus riche du cimetière. Le concept n'est pas facile à comprendre pour Monsieur Tout-le-Monde, mais je vais essayer quand même de vous amener vers le concept de mourir à zéro, en fait. De conceptualiser ce que peu de gens arrivent à faire, quantifier approximativement votre espérance de vie. Et oui, même si l'espoir fait vivre, tout a une fin, même l'espoir. Donc supposons que vous faites le calcul et le projet de partir à 62 ans en retraite. J'aime pas ce mot, retraite. Et je le remplacerai plutôt par changement d'activité. Alors premièrement, il faudra vous y préparer mentalement, car bon nombre de retraités sombrent dans l'ennui
et en meurt d'ailleurs. Parfois, il meurt pas seulement d'ennui, mais de problèmes liés à l'arrêt total d'activité. Et oui, l'inactivité tue. L'inutilité tue aussi. Il faut donc se préparer à ce virage. Et le plus tôt sera le mieux. Mourir à zéro, ça c'est vraiment assez intéressant. Et donc je vais vous faire une petite simulation, euh, qui, j'espère, vous parlera. Supposons qu'en partant à 62 ans, j'ai une retraite, une pension à 1450 € mensuels. Que mes actions sur mon PEA me rapportent 1500 mensuels. Et que ma SCI rapporte 1300 mensuels. Et que ma société d'import-export 2200 mensuels. Puis, compte actions divers, bitcoins, livret A, LDD, etc., 350 mensuels. Vous avez déjà un total de plus de 7000 € mensuels. Donc à partir de là, regardons quel est mon capital ou quel sera mon capital estimé une fois arrivé à 62 ans. Supposons que vous ayez 1 million d'euros. La question c'est, ai-je besoin de mourir avec 1 million d'euros sur mes comptes? Je dirais, personnellement, je répondrais par bien sûr que non. Combien, la deuxième question aussi, c'est combien vais-je laisser à mes héritiers? Ou ai-je des héritiers? Voire, mes héritiers méritent-ils que je leur laisse quelque chose, etc., etc. Bref, avec un revenu de plus de 7000 € par mois, à l'âge de 62 ans, on peut estimer que, même si l'espérance de vie augmente, on peut estimer qu'on peut partir sur une supposition, un espoir de vivre jusqu'à 100 ans, et de se projeter de la façon suivante. De 62 à 80 ans, on va profiter de la vie au maximum, puisque c'est après 80 ans, ça va devenir difficile. Donc, on va dire que, tout simplement, 7000 € de revenus, puis on va soustraire chaque mois 3000 € sur le capital, puisque pas besoin de mourir avec 1 million d'euros. Ça vous permettra de vivre avec 10 000 € par mois euh, sur, cette période de 62 ans à 80 ans, en l'occurrence 18 ans. Si vous faites le calcul, sur 18 ans, vous allez brûler plus de 630 000 €. Donc il vous restera à 80 ans 360 000 €, ce qui sera déjà amplement suffisant, puisque votre retraite de 1450 € tombera toujours. Et supposons que vous ayez retiré, on va dire 60% environ de votre capital, que vous ayez brûlé, dépensé. Donc, vous gagnerez plus 7000 € par mois, vous gagnerez peut-être 2200 ou 2300 par mois, plus vos 1450 € qui seront certainement réévalués. Mais là, on va parler sans inflation, comme si l'inflation n'existait pas. Donc, il vous restera entre 3700 et 4000 € par mois à dépenser jusqu'à 100 ans. Ce qui me permet de peut-être même d'imaginer que si vous reprenez une partie du capital encore qui reste, de pouvoir dépenser jusqu'à la fin de votre vie entre 4500 et 5000 € par mois pour pouvoir vivre jusque-là. Et d'abord, pourrons-nous vivre jusque-là? C'est une autre question. Mais j'aimerais même rajouter une philosophie qui est la mienne. Où dépenser cet argent? Parce qu'effectivement, si vous avez un pouvoir d'achat de 10 000 € en France, alors que vous êtes libre de dégager de toute obligation, vous n'avez plus d'obligation d'aller travailler, d'aller pointer dans un endroit quel que soit, pourquoi pas émigrer dans un pays où vous pourriez avoir un pouvoir d'achat bien supérieur
à justement 10 000 euros. Alors, pour choisir ce pays dans lequel vous souhaiteriez vous peut-être émigrer, moi je dirais qu'il y a une dizaine de points qu'il faut regarder. Premier point, c'est la sécurité. Effectivement, il y a des pays qui sont beaucoup plus sûrs que d'autres. Je vais vous donner un exemple. Si vous vivez en France, quand vous êtes vieux, vous risquez de vous faire agresser par un jeune qui pourrait essayer de piquer votre portefeuille, etc. Alors que, par exemple, si vous émigrez au Japon, ce souci-là sera loin de vos soucis, puisque ce genre de situation ne, ne se présentera jamais. Le deuxième point, c'est la santé. Effectivement, la santé, ça a une importance. Il est certes que en France, vous avez un relativement bon système de santé, mais un système de santé qui est de moins en moins bon. Il faut quand même en prendre acte. D'ailleurs, l'histoire du Covid nous a bien prouvé que nous ne sommes pas parmi les pays qui prenons les meilleurs les meilleures façons de gérer justement cette problématique. Ensuite, il y a le point numéro 3 qui est le service. Effectivement, quand vous êtes dans un pays et puis que vous avez on va dire 10 000 euros à dépenser par mois, vous allez quand même vous attacher au service. Vous voyez, quand vous allez sur une terrasse de café et puis que vous demandez quelque chose et puis qu'on vous sert mal, ben c'est un sentiment que vous avez. Hein, vous n'êtes pas forcément au paradis, quoi, on va dire. Donc le service, c'est très important. Il y a des pays qui sont très très attachés au service, comme le Japon notamment, on en parle, mais aussi la Thaïlande et puis d'autres pays en Asie qui offrent un bien meilleur service que la France. Le quatrième point, c'est l'infrastructure. Les infrastructures. Les infrastructures, c'est les routes et encore une fois les hôpitaux et les moyens de transport tels que le métro, tels que les trains, etc. Et on voit bien qu'en France, les infrastructures vont de moins en moins bien chez nous, alors que dans des pays qui sont encore appelés d'ailleurs pays en voie de développement, nous ont même dépassés. On voit très bien que, enfin, si vous prenez le métro à Bangkok, vous verrez que à Bangkok, dans le métro, vous mangez par terre, tout est propre, les gens sont disciplinés, ils vous bousculent pas, il n'y a pas de pickpocket, vous voyez pas des Roms toutes les stations de métro en train de jouer de l'accordéon ou piquer dans votre porte-monnaie. Voilà, tout ça fait que ça joue sur votre qualité de vie. Et donc les infrastructures, c'est important, tout autant que les services. Le cinquième point qui est important, c'est la culture. La culture, un pays qui perd sa culture, qui se renie en fait, hein, quand on perd son âme, il fait plus bon vivre dans ce pays. C'est un petit peu le cas de la France, faut le dire. La culture, la France est en train de perdre sa culture. Il n'y a qu'à voir un petit peu aujourd'hui les débats qu'il y a sur la scolarité, sur les livres d'histoire qui sont modifiés, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là, mais on voit que en fait la France est en train de perdre sa culture et c'est tout à fait normal puisqu'en fait à partir du moment où vous avez une politique d'accueil migratoire qui fait que de plus en plus d'étrangers résident dans le pays, forcément, à partir d'un certain seuil, ces gens-là sont en droit de vivre leur culture et de ne pas accepter la nôtre. Et donc, tout ça, c'est un vaste débat, mais la culture, ça reste quelque chose d'important quand on vit quelque part, de s'assimiler à une culture et de s'y développer. Voilà, si on préfère vivre par exemple en Thaïlande, voilà, la moindre des choses, c'est d'essayer de,
de vivre un petit peu comme eux et puis de partager leur vision et puis de vivre en harmonie, va-t-on dire. Si vous allez au Japon, ce sera autrement, mais effectivement, vivre en harmonie avec les gens avec qui vous allez vivre. Alors effectivement, peut-être que certaines personnes ne se voient pas partir en Thaïlande ou au Japon, mais ils pourraient très bien partir au Maroc ou au Portugal. Il y a beaucoup de pays où il fait bien mieux vivre et beaucoup moins cher que la France, hein. Je situais les zones moi que je privilégie puisque j'y vais fréquemment, mais et donc que je connais. Moi, peut-être moins parler du Portugal puisque moi j'y étais qu'une fois, mais la seule fois où j'y étais, j'ai trouvé que le pays était plus propre, que les gens étaient plus disciplinés, plus sympathiques, plus souriants et que surtout que le climat, la température, il était beaucoup plus clémente que la France. Voilà, donc c'est comment dire, des observations toutes simples, hein, que je fais. Alors ensuite, faut s'attacher au sixième point qui est le système. En fait, quand vous vivez dans un pays, il y a un système et là, on en arrive au système, c'est les mutuelles, l'accès aux soins, la revalorisation des retraites, etc., etc. Le système français, il fut très bon pendant un certain temps. Aujourd'hui, on voit bien que je dirais qu'il ne se passe pas une année sans que la Poste augmente le prix du timbre de 10%, que le prix des mutuelles n'arrête pas d'augmenter, que l'accès aux soins est difficile. Pour exemple, aller aux urgences, vous allez comprendre, etc., etc. Donc le système français est en déclin. Donc si on souhaite quitter la France, choisir un pays où le système a des chances de fonctionner encore longtemps et même très longtemps. Le septième point, je dirais, c'est la mobilité. La mobilité de la personne et du capital. Alors il y a des pays qui vont vous accueillir, hein. Il y a des pays où il fait bon vivre aussi. Mais si vous amenez votre argent là-bas, vous pourrez peut-être plus le faire machine arrière. Vous risquez d'avoir bloqué votre capital, votre argent dans ce pays et ne plus pouvoir en sortir. Donc ça c'est important quand vous allez dans un pays pourquoi pas décider de revenir en France si l'envie vous en prenez. Le huitième point, c'est l'imposition, les taxes, etc. Et donc la stabilité aussi de cette imposition et les taxes. Alors là, la France, encore une fois, elle est mal placée parce qu'on est hyper taxé, hyper imposé. Et la stabilité de la fiscalité française est des plus instables du monde. Donc, encore une fois, ce point numéro 8 est un point très important. Et le neuvième point, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, c'est effectivement, avec 1 million, on va dire 10 000 euros par 1 million de capital et 10 000 euros par mois de revenus, en France, vous allez bien vivre, hein, effectivement, puisqu'il y a des gens qui vivent seulement avec 1 000 euros par mois. Donc forcément, vous allez vivre 10 fois mieux qu'eux. Mais 10 fois mieux qu'un pauvre, c'est pas forcément super top non plus. Alors que si vous émigrez dans un pays où le coût de la vie vous permet, avec 10 000 euros, d'avoir un pouvoir d'achat de 15 000 ou 16 000 euros, ça sera d'autant mieux, surtout s'il y a du soleil toute l'année et qu'il fait beau. Et le dixième et dernier point, c'est la liberté réelle et non la liberté affichée. Parce que bon, effectivement, je vais dire que je suis anti-français, mais d'afficher dans toutes les mairies ou dans toutes les écoles liberté, égalité, fraternité, alors que dans les faits, moi j'en vois pas tant que ça. Donc cette liberté affichée, c'est bien beau, mais moi je préfère être vraiment libre, et libre tel que moi je conçois la liberté, et pas tel que certains souhaitent me l'imposer, et on le voit bien, hein, avec le Covid, que ces libertés ont fini par être un des pays les moins libres aujourd'hui, puisqu'on n'a même plus le droit de sortir après 18 heures, etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est très important. Et encore, pourquoi on ne peut pas sortir à 18 heures? Tout simplement parce que en fait, on revient sur les points en fait, de santé et de services, et donc indirectement de la sécurité.
aussi, hein, puisque la sécurité, ça passe aussi par la santé. Alors évidemment, si on prend pour, pour destination le Portugal, on peut très bien migrer au Portugal assez facilement, voire apprendre la langue relativement facilement. C'est pas trop loin de la France, on peut revenir assez facilement aussi, puisque c'est pas très loin. C'est le choix le plus simple, on va dire, hein. Peut-être Portugal, Maroc, c'est une proximité géographique et ça parle à tout le monde. Partir au Japon, c'est certainement le mieux. C'est certainement le mieux, ça c'est sûr, au niveau de la sécurité et des infrastructures ainsi que du système de santé. Par contre, effectivement, ça pose un problème de visa. C'est pas forcément très facile d'avoir un visa, d'obtenir un visa pour le Japon pour le long terme. On peut y rester facilement 3 mois, voire un an. Après, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors par contre, effectivement, peut-être que le paradis, c'est plutôt justement la Thaïlande, puisque la Thaïlande a tendance à donner des visas long terme facilement à des gens qui ont de l'argent. Donc, par contre, eux, ils vous demanderont de prouver votre capacité à vivre avec l'argent que vous amenez en Thaïlande. Donc, l'idéal, c'est d'avoir, si vous quittez la France, un compte à Singapour, puisque autant que la Thaïlande, c'est magnifique pour y vivre, autant que le système en tant que sécurité, on va dire, des infrastructures politiques, moi, me font peut-être un peu moins confiance et donc j'opterais pour avoir une partie de mon capital qui permet voilà, d'avoir le visa et puis de faire vos virements périodiquement de façon à avoir toujours suffisamment d'argent pour pouvoir vivre éternellement en Thaïlande, mais avec votre argent en sécurité à Singapour, qui, en passant, moi je vous le garantis, est un pays où il fait bon vivre. Alors par contre, c'est petit et la vie y est très chère. Alors là, vous allez perdre, si vous émigrez à Singapour, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Par contre, vous allez gagner en conditions de vie. Et là, par contre, encore une fois, tout est un choix à faire avant de partir. Effectivement, avant de partir, il faut y avoir été plusieurs fois pour pouvoir juger en connaissance de cause. Surtout, je parle aussi de qualité d'accueil et de service. Quand on quitte la France, on est toujours complètement ébahi par la qualité d'accueil et de service qu'il y a en Asie notamment. Et quand on revient, effectivement, on met un certain temps, tout du moins moi, je mets un certain temps à me réadapter à la vie française parce qu'effectivement, c'est loin d'être paradisiaque. Voilà donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous inciter à vous contenter de ce qui fonctionne, de ne pas oublier que la vitesse égale danger, qu'il faut maîtriser ses émotions et que investir c'est tout un travail, c'est un travail de longue haleine et qu'il faut voilà, se documenter, investir sur soi, toujours apprendre de ses erreurs. Et voilà, j'espère que je ferai d'autres vidéos qui vous passionneront. Si ça vous passionne pas, vous m'en excuserez. Mais voilà, donc continuez à me suivre, ça me fait bien plaisir. Et puis surtout, enrichissez-vous et investissez dans votre avenir. Faites-moi plaisir, devenez riche. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt.